Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, puis vous le savez peut-être pas, mais j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10. Le top 10 des meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Avant de commencer, laissez-moi un like sur la vidéo, un commentaire aussi pour qu'on puisse jaser ensemble. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Donc, comme à l'habitude, 2 critères de sélection. Le premier, les combattants doivent avoir moins de 6 ans d'expérience professionnelle. Donc, ils doivent se battre depuis 2012 ou plus tard. Et puis, le deuxième critère, c'est que j'exclus les anciens champions de l'UFC. Donc, je considère que si quelqu'un a déjà été champion, il a pas mal atteint son plein potentiel. Donc, pas de Joanna Jędrzejczyk et Cody Garbrandt. On commence donc avec les mentions honorables et j'en ai 5. Le prospect canadien qui n'a pas encore fait ses débuts dans l'UFC, Hakeem Dawodu. Colby Covington, un gars qu'on connaît tous maintenant et qui se bat à 170 livres. L'ancien title challenger à 125 livres, Ray Borg. L'excellent striker anglais qui se bat à 155 livres, Mark Diakiese. Et finalement, le lutteur australien qui se bat à 145 livres chez les featherweight, Alex Volkanovski. On est donc prêt à commencer le top 10 des meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Et au numéro 10, j'ai Curtis Blaydes. Le combattant heavyweight que l'on surnomme Razor se bat depuis seulement 3 ans et demi alors qu'il commençait à se battre en mai 2014. Il est donc très jeune dans sa carrière, mais ça ne l'a pas empêché de déjà faire sa place dans le top 15 de l'UFC avec une fiche de 3 victoires, 1 défaite et 1 no contest. Il a des victoires sur des noms comme Alexei Oleinik et Daniel Omielanchuk et puis sa seule défaite dans l'UFC est venue aux mains de nul autre que Francis Ngannou, donc c'est pas peu dire. C'est probablement le seul gars qui s'est pas fait knock out cold par Francis Ngannou et ça c'est tout un accomplissement en soi. Donc Curtis Blaydes, ce qui le rend spécial, évidemment il a un background en lutte, c'est un des meilleurs lutteurs de la division et ça va très bien avec son gabarit général. C'est un gars qui mesure 6 pieds 4 pouces et qui pèse en haut de 265 livres, coupe un peu de poids pour faire la limite heavyweight et puis beaucoup de gens ont comparé sa shape à un genre de Brock Lesnar, certains l'appelaient le Black Brock Lesnar et c'est vrai qu'il se bat un peu comme Brock Lesnar, de très gros takedowns, du gros ground and pound et puis il n'y a pas une superbe technique debout, mais il frappe tellement fort que s'il réussit à t'accoter, il peut te faire très mal. Un des très rares prospects heavyweight qu'on a, et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que de le mettre sur cette liste ici, au 10e rang, Curtis Razor Blaydes. Au 9e rang, on a celui qui a été identifié comme étant la prochaine grande star brésilienne. Je parle de Paulo Costa, aussi connu sous le nom de Paulo Borrachinha. Il a une fiche de 11 victoires, aucune défaite. Il est 3-0 dans l'UFC, se bat à 185 livres et se bat pro depuis le mois de février 2012. C'est donc un gars qui rentre dans les meilleures années de sa carrière. D'ici 1 an, il devrait être à son pic athlétique. Et puis, c'est un gars qui a déjà été identifié par l'UFC, comme je disais, pour être une des prochaines grandes stars brésiliennes. Il a un style très excitant, c'est un gars qui va de l'avant, qui lance des grosses mains, qui a du knockout power assez incroyable. Veut pas, le gars a un peu le look d'une superstar aussi. Le gars ressemble littéralement à un Brazilian Sage Northcutt. Et puis à son 3e combat UFC seulement, l'UFC l'a placé contre Johnny Hendricks, un gars qui savait très bien qu'il avait encore un bon nom malgré le fait qu'il était en déclin. Et puis Borrachinha lui a servi une sévère correction en route vers une victoire par TKO au 2e round dans un combat qui a même pas passé proche d'être compétitif. Donc Paulo Costa qui démontre déjà toutes les aptitudes qu'un gars a besoin pour être un combattant élite dans l'UFC. Il est en route vers le top 15 s'il ne l'est pas déjà. Et puis, c'est un gars qui va être un contender et main eventer des cartes pour les années à venir. Ça va devenir un household name dans l'UFC, particulièrement au Brésil où ils en ont grandement besoin. C'est pourquoi je le mets au 9e rang de ma liste, Paulo Costa. Au 8e rang maintenant, c'est le light heavyweight qui se bat à welterweight. Je parle de l'anglais Darren Till qui est invaincu, 16 victoires, aucune défaite, un combat nul. Il est sur une série de 3 victoires consécutives incluant une démolition en règle de Donald Cowboy Cerrone. Et puis Till se bat pro depuis février 2013, donc il n'a pas encore atteint pleine maturité. Il devrait encore lui rester une bonne année et demie à 2 ans avant d'être un produit fini. Et pourtant, il démontre déjà le calibre d'un combattant élite et un gars qui a un potentiel de devenir aussi une très grosse star. Il a une personnalité assez magnétique. C'est un gars qui est très populaire en Angleterre et au Brésil où il a habité pendant un petit moment et disputé plusieurs de ses combats professionnels avant de faire sa place dans l'UFC. Donc, il a maintenant 5 combats UFC, 4 victoires et 1 combat nul. Il est dans le top 10 de la division après sa victoire contre Cowboy Cerrone. Et c'est un gars qui est devenu une target dans la division, un nom que plusieurs gens veulent affronter. Donc, on n'a aucun doute qu'il va avoir des combats de plus en
en plus intéressant pour lui. Probablement des main events sur des cartes européennes. Darren Till, un autre gars qui pourrait fort bien devenir un top contender, voire même un champion du monde à 170 livres s'il réussit à faire ce poids-là encore en vieillissant, parce qu'on se le cachera pas, le gars est absolument gigantesque pour la catégorie welterweight. Quand il n'est pas en camp d'entraînement, il se promène à environ 220 livres. C'est un gars absolument gigantesque qui n'aurait rien à envier au middleweight, donc probablement un futur dans 2 divisions dans son cas. Ça va être très intéressant de savoir jusqu'où il peut se rendre, et c'est une histoire à suivre dans le cas de Darren Till, qui est au 8e rang de ma liste des meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Au 7e rang maintenant, il a été considéré comme le meilleur prospect au monde pendant de nombreuses années. C'est le Français Tom Duquesnoy. Donc Duquesnoy a une fiche de 1 victoire et 1 défaite dans l'UFC. Sa dernière performance a été assez décevante, un combat contre Cody Stamann, un combat où il a dominé le premier round, puis on dirait qu'il a arrêté de travailler par la suite. Et puis c'est quelque chose qui est pas super bon signe pour le restant de sa carrière dans l'UFC, parce qu'il se bat quand même depuis février 2012, un gars qui devrait arriver à maturité dans la prochaine année. Et puis il a tellement attendu avant de signer son contrat dans l'UFC, il voulait être sûr d'être vraiment prêt et d'arriver et de pouvoir compétitionner tout de suite avec les plus hauts niveaux. Et puis il vient de perdre contre Stamann, qui est, veut pas, un gars underrated, un gars qui va avoir une carrière surprenante par rapport à ce qu'on s'attendait de lui à son arrivée. Mais Tom Duquesnoy a prouvé pouvoir battre ce gars-là dans le premier round, puis il a par la suite eu un genre de petit laps mental qui a souvent été le fait qu'il a disputé des combats peut-être un peu trop serrés sur la scène régionale quand il y avait du meilleur calibre contre lui. C'est le genre de gars qui gagnait pas toujours ses combats, puis whoop, il finissait par sortir un finish out of nowhere. Et puis contre quelqu'un qui est de bon calibre dans l'UFC, il sera vraisemblablement pas capable de faire ça. Donc, va-t-il être capable de changer son style pour être capable de gagner les décisions? Parce qu'on le sait que c'est un gars qui a toutes les aptitudes physiques. C'est un spécimen absolument incroyable, très fort, très explosif pour 135 livres. Un striker très créatif qui a des nombreuses techniques, qui lance à peu près n'importe quoi debout, qui est très dangereux, qui est un threat de finish à tout moment. Donc, est-ce qu'il va être capable de rendre sa game un peu plus intelligente, de travailler en fonction des choses qu'il croit pouvoir réussir pour au moins s'assurer de gagner des rounds une fois de temps en temps? Parce que non, ils ne sont pas capables de finir tout le monde dans l'UFC. S'il est capable d'améliorer son style et de devenir un combattant plus intelligent, j'ai aucun doute qu'il peut devenir un champion du monde. Cependant, s'il ne réussit pas, ça pourrait devenir un bust assez mémorable. Lui qui a été le meilleur prospect sur la Terre pendant de nombreuses années, le gars qui était le plus attendu dans l'UFC. J'ai toujours beaucoup d'espoir pour lui, mais je me dois quand même de le mettre un peu plus bas sur la liste à la suite de sa dernière performance. C'est pourquoi il se retrouve au numéro 7. Au numéro 6, ça commence à être du sérieux. J'ai l'homme avec le plus long nom dans l'UFC, Zabit Magomedsharipov. 14 victoires, 1 défaite. 2 combats seulement dans l'UFC, mais 2 victoires très spectaculaires contre Mike Santiago et Sheymon Moraes. Le prospect featherweight qui se bat depuis mai 2012 a maintenant 10 victoires consécutives à sa fiche contre des gros noms, même avant d'arriver dans l'UFC. Il se battait pour la promotion ACB où il a affronté des gars comme Valdines Selva, un autre très bon prospect à Abdulrahman Temirov, Mohamed Kokov, de très gros noms sur la scène russe, et il les a tous battus. Et puis Magomedsharipov, c'est un gars qui est absolument exceptionnel debout, très léger sur ses pieds, il lance des spinning kicks à la tête, au corps, est très spectaculaire. Il a même couru sur la cage à la Anthony Pettis lors de son premier combat dans l'UFC. Et puis on se disait, mais qu'est-ce qui va arriver quand quelqu'un va essayer de lutter, de le take down, de travailler au sol avec lui? On le savait qu'il y avait un background en Sambo, comme la majorité des fighters qui viennent du Daghestan, mais on se demandait quand même au niveau UFC qu'est-ce que ça va donner. Puis il est arrivé contre Sheymon Moraes, puis il a sorti une belle performance debout, mais encore une meilleure performance au sol. Il était meilleur que Moraes en lutte et en jiu-jitsu, et puis il a complètement dominé, puis ça fait de lui un prospect absolument effrayant dans la division. Je pense que la dernière fois que j'ai été effrayé par le striking de quelqu'un comme ça à 145 livres, ben c'était probablement Yair Rodriguez, mais Yair Rodriguez a prouvé contre Frankie qu'il n'y avait pas une très grosse lutte. Donc Zabit, c'est probablement Yair Rodriguez, mais avec de la lutte. Donc imaginez jusqu'où ça peut nous mener toute cette histoire-là. En plus que c'est un prospect qui est arrivé dans l'UFC déjà testé. Comme je vous dis, il a affronté de gros noms en Russie. Il a battu de très bons fighters, et puis c'est un gars que je crois qu'il va nécessairement se battre pour le titre
devenir un jour et peut-être même le gagner. C'est pourquoi je l'ai au 6e rang de la liste, Zabit Magomedsharipov. On est prêt à maintenant passer dans le top 5 et au numéro 5, j'ai déjà une valeur sûre malgré son très jeune âge. Henry Cejudo, 12 victoires, 2 défaites, il est 6-2 dans l'UFC, se bat pro depuis mars 2013 et se bat à flyweight. Et puis Cejudo a affronté Demetrius Johnson assez jeune dans sa carrière, ça n'a pas bien été, mais depuis, il a disputé tout un combat contre Joseph Benavidez qui a perdu par split decision, mais je le dis encore, il aurait dû gagner ce combat-là. Ensuite, il a affronté Wilson Reis dans une performance absolument incroyable, debout, lui passer un KO magnifique. Écoutez, Henry Cejudo, c'est un médaillé d'or en lutte olympique. C'est probablement le lutteur le plus accompli dans tout l'UFC, de loin à part de ça. Et puis le gars est tellement un athlète naturel qu'il a appris le striking tellement rapidement. Il est rendu avec une boxe tellement rapide, tellement fluide. Il fait des choses absolument géniales debout. Et puis c'est probablement le gars qui a le plus de chances de battre Demetrius Johnson dans la division en ce moment. Et même s'il affrontait Demetrius Johnson une seconde fois et il perdait, il est encore tellement jeune qu'il va rester là. Et quand Demetrius Johnson va quitter la division, ben il n'y a aucune chance que ça ne soit pas sa division à lui. Henry Cejudo devrait légitimement devenir un champion de l'UFC un jour. C'est le deuxième meilleur dans la division de loin. C'est un gars qui continue encore de s'améliorer même après 8 combats UFC. Il se bat seulement que depuis 2013, donc les meilleures années sont même pas encore arrivées. Puis c'est effrayant de penser ça dans son cas. Donc Henry Cejudo, une valeur sûre. Je le mets au numéro 5 de la liste des meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Ensuite, au numéro 4, on a une prospect féminine, Cynthia Calvillo, 6 victoires et aucune défaite, 3 d'entre elles dans l'UFC. Elle a battu Pearl Gonzalez, Amanda Bobby Cooper, mais aussi Joanne Calderwood. Elle se bat à 115 livres chez les dames et ça, c'est effrayant ce que je m'avais vous dire. Elle a commencé à se battre professionnellement depuis le mois d'août 2016. Ça fait 1 an et demi environ qu'elle est professionnelle et elle va déjà affronter Carla Esparza en fin décembre à l'UFC 219. Puis écoutez, Cynthia Calvillo, elle a un bon petit debout, oui, c'est quelque chose qui est encore en train de s'améliorer. C'est vraiment son grappling qui la rend absolument spéciale. C'est un phénomène au sol comme j'ai rarement vu. La fille est capable de faire des choses incroyables. Elle est capable de prendre ton dos avec ses jambes puis son corps est quand même capable de rester au sol dans la garde. C'est absolument niaiseux les choses qu'elle est capable de faire avec son sol. Elle est une excellente lutteuse. Elle a un jiu-jitsu incroyable. Et en plus de tout ça, elle s'entraîne avec Team Alpha Male, un des meilleurs gyms au monde pour les combattants de plus petits poids. Donc Cynthia Calvillo, elle démontre tous les attributs d'un athlète naturel, de quelqu'un qui apprend la game très facilement et très rapidement. Un peu comme un Henry Cejudo. Donc le fait qu'elle soit déjà une des 10-12 meilleures combattantes au monde à son poids et qu'elle ne se batte pro que depuis 1 an et demi. C'est absolument épeurant de penser ce que cette fille-là va avoir comme niveau à nous montrer dans 5 ans d'ici. Quand elle va finalement devenir un produit fini, parce que oui, pour les prochaines 5 années, Cynthia Calvillo va rester un produit en développement sous nos yeux. Puis le fait qu'elle soit déjà une des meilleures fighters au monde, c'est absolument incroyable. Au rythme où elle l'a, si elle réussit à battre Esparza, gagner un autre gros combat, elle pourrait se retrouver avec un title shot et pourrait facilement devenir la combattante la plus jeune en termes d'expérience pro à gagner un titre dans l'UFC, 1 an et demi. Ça lui reste encore 1 an et demi, puis ça fera même pas 3 ans qu'elle va se battre pro. Donc, c'est incroyable à penser. Cynthia Calvillo, je l'ai au numéro 4. Top 3 maintenant et au numéro 3, j'ai le combattant lightweight Gregor Gillespie. 10 victoires, aucune défaite, invaincu dans l'UFC en 3 combats. Il se bat depuis janvier 2014 et avant d'être en MMA, ce gars-là a déjà été à un moment précis le meilleur lutteur collégial aux États-Unis. C'est un Division I All-American Wrestler, un gars absolument incroyable. Et puis, il est 3-0 dans l'UFC, se bat à 155 livres, puis le gars, c'est un combattant 145 livres, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'est pas de grandeur ni de grosseur lightweight. Pourtant, il a réussi à battre de gros lightweight quand on parle de Jason Gonzalez et de Gleico Franca. C'est pas les gars les plus petits qu'on peut retrouver sur le marché. Et puis dans son premier combat, je vais toujours m'en rappeler, il a reçu un flying knee ben flush de Gleico Franca. Et puis sa seule réaction a été d'attraper le genou puis de finir ça en double leg, prendre le side control puis de reprendre ses esprits à partir de là. C'est un gars avec un menton
absolument incroyable. Son combat debout est encore wild, ça le rend très dangereux. Je ne serais pas surpris que quand il affronte un lightweight d'un peu plus haut calibre, il se fasse passer un vilain KO, puis ce soit ça qui décide de finalement descendre à 145 livres. Mais si ce gars-là est pour mettre les pieds à 145 livres, ça va être un World Destroyer, un gars que même les meilleurs lutteurs ne vont pas être capables d'empêcher ses takedowns. Puis un gars qui est absolument malade, il pousse une pace débile dans la tête et il a du cardio pour les 15 minutes et il peut en revendre après. Un gars qui se bat à un rythme que personne n'est capable de matcher, et puis même si tu as un petit avantage technique sur lui dans d'autres aspects, il va tellement imposer sa lutte sur toi, il va te forcer en te lâchant pas, en te pourchassant les mains basses, puis en lançant des bombes, en espérant juste s'accrocher après toi, puis pouvoir pogner le clinch, essayer de te travailler de là. Puis même si tu as un bon cardio, même si tu as une meilleure technique que lui, c'est le genre de gars qui va finir par t'épuiser, parce qu'il a un cardio littéralement infini, un cœur énorme, puis le gars c'est un athlète exceptionnel, puis un gars qui apprend très rapidement et très naturellement dans tout. Donc Gregor Gillespie, si ce gars-là est pour mettre les pieds à 145 livres, c'est sans aucun doute un champion. Et s'il n'est pas pour rester, il est pour rester à 155 livres, je suis sûr qu'il peut devenir un top 10 contender, un top 5 contender très facilement. Mais c'est sûr que ça serait optimal pour lui que de se battre à 145 livres dans le futur. Ça reste à voir. Quand même un combattant très excitant, un gars absolument incroyable qui a un potentiel énorme, un plafond énorme, et je le mets au 3e rang de ma liste des meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Au numéro 2, le premier des 2 Africains au sommet de ce classement-là. Je viens pas mal de vous vendre le punch si vous vous demandiez c'était qui les 2 premiers. Mais c'est eux, tout le monde s'en doutait, j'espère du moins. Au numéro 2, Kamaru Usman. 11 victoires, 1 défaite. Il est 6-0 dans l'UFC. A battu des gars comme Leon Edwards, Alexander Yakovlev, Varley Alves, Sean Strickland, Sergio Moraes. Se bat pro depuis novembre 2012. Est un combattant 170 livres et est cédulé présentement pour l'UFC Saint-Louis du 14 janvier prochain contre Emil Meek. Et puis écoutez, Kamaru Usman, c'est incroyable parce que c'est un Division 2 All-American Wrestler. Il n'a pas pu se qualifier pour la Division 1, mais quand que tu le vois dans l'UFC puis il essaye de lutter avec des gars qui ont été des D1, mais il est capable des takedowns, il est capable des rougher physiquement parce que le gars, il est juste tellement fort physiquement, tellement solide. On voit rarement des gars comme ça, des spécimens physiques comme ça, mais Kamaru Usman en est certainement un de ces gars spéciaux-là. Même si tu regardais ses combats de lutte, avant même de commencer sa carrière pro, des fois, c'est le genre de gars qui shootait sur un takedown puis son shot était pas bon ou sa technique était pas 100% à point, mais dès qu'il réussit à fermer ses mains ensemble, le gars est tellement fort physiquement qu'il réussit à te take down pareil. Et puis, il s'est développé un striking absolument redoutable en MMA. Il est capable de passer des KO maintenant. Il est encore une takedown threat absolument incroyable et un gars qui peut travailler à un rythme très élevé pendant tout le long du combat. Je crois personnellement qu'en ce moment, s'il y a un gars dans la division welterweight qui est le mieux placé pour battre Tyron Woodley, c'est probablement Kamaru Usman, parce que je crois que c'est un gars qui est probablement aussi fort, sinon plus physiquement que Tyron Woodley, qui a une technique identique au niveau de la lutte, puis qui va absolument y aller de l'avant et le forcer à travailler. Puis si tu laisses Tyron Woodley rentrer dans sa zone et faire ses petites choses tranquilles, il va te battre à tout coup. Mais Kamaru Usman, c'est pas le gars qui va faire ça, c'est le gars qui va aller de l'avant, quitte à recevoir des bombes de Woodley, parce qu'il est très confiant en son menton et en sa capacité de récupérer s'il absorbe un peu de dommages. Je pense que c'est le genre de gars qui pourrait avoir le numéro de Tyron Woodley, parce que c'est le même genre de combattant, juste avec une coche d'agressivité un peu plus élevée. Donc, Kamaru Usman, je crois que c'est un futur champion de l'UFC et le 2e meilleur prospect que l'UFC a sous contrat en ce moment même. Et ça nous laisse au numéro 1. Je l'ai un peu spoilé juste avant quand j'ai dit que 2 combattants africains avaient les 2 premières positions sur cette liste. Et puis je ne crois pas surprendre personne lorsque je vous dis que le meilleur prospect sous contrat avec l'UFC se nomme Francis Ngannou. Lui aussi, il a 11 victoires et 1 défaite. 6-0, toujours invaincu dans l'UFC. Et écoutez la liste de gars qu'il a battu. Louis Henrique, Curtis Blades, Anthony Hamilton, Andrei Arlovski et Alistair Overeem. Il se bat pro depuis novembre 2013. C'est un gars qui n'est même pas encore proche d'être un produit fini. Il doit y rester 2 bonnes années de développement encore. Et pourtant, son prochain combat est le 20 janvier prochain pour le titre de l'UFC contre Stipe Miocic dans l'un des plus gros combats que l'UFC peut booker. Et puis Francis Ngannou, vous l'avez tout vu, le gars a du power dans ses mains
absolument monstrueux. De la façon dont il a passé le KO à Alistair Overeem, c'est quelque chose qu'on va se rappeler pendant de nombreuses années. Mais il n'a pas seulement ça, sa technique debout est irréprochable. C'est un striker qui peut échanger coup pour coup avec la majorité des bons combattants debout techniques dans la division. C'est aussi un gars qui a amélioré sa défense de takedown de manière astronomique. Il s'est fait takedown par Louis Henry à son premier combat, puis on ne l'a jamais vu se retrouver dans le trouble avec des takedowns par la suite. Il a passé un Kimura de cette position à Anthony Hamilton. Il a donné toutes les misères du monde dans le clinch à Curtis Blades, qui est un des meilleurs lutteurs de la division. Donc Francis Ngannou, je l'ai dit dans quelques vidéos, c'est la réincarnation de Dieu. C'est un combattant MMA très spécial. Puis le fait qu'on l'aille à poids lourd, la plus grosse division, qu'on ait un athlète du genre qui est prêt à prendre les règnes de la division, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et dont on doit profiter. C'est un gars qui est destiné à devenir champion du monde, même s'il ne battait pas Stipe, chose que je crois qu'il va faire, mais même s'il ne bat pas du premier coup, c'est un gars qui a encore de nombreuses années à se développer, qui va revenir, obtenir un deuxième title shot assurément, et un jour devenir champion de cette division-là. Des jeunes heavyweights comme lui, on n'en a pas. Il y en a juste un autre qui a un très bon calibre, puis il l'a déjà battu, c'est Curtis Blades. Donc, Francis Ngannou, c'est le futur de la division, probablement un gars qui va devenir un household name dans l'UFC et un des combattants marquants de son époque, j'ai aucun doute là-dessus, et c'est de loin le meilleur prospect, le meilleur combattant en développement que l'UFC a sous contrat présentement. Ça conclut donc ma liste des 10 meilleurs prospects sous contrat avec l'UFC. Laissez-moi un like sur la vidéo, un commentaire pour me donner votre opinion. Qu'est-ce que c'est votre top 10 à vous? C'est qui vos prospects number 1 dans le UFC? Qui j'ai oublié? Parce que c'est sûr que j'ai oublié quelqu'un. Donc on discute de tout ça ensemble dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et on se voit une prochaine fois.